Pour la diversité et l'inclusion économique, le mouvement est lancé. Ensemble, nous agissons déjà pour une cause créatrice de valeur. Ensemble, nous avançons. Mais nous voulons aller plus loin. Plus vite, plus haut. En 2022, le sommet de l'inclusion économique sera placé sous le signe de l'impact. Impact pour faire bouger les lignes. Impact pour faire changer les mentalités. Impact pour transformer notre société durablement. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur Mosaïque Talent, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Pour Mohamed, Awa, Jonathan, Céline et Sohan, décrocher un entretien d'embauche a toujours été compliqué. Pourtant, ils sont nés à Paris, Trappes, Lyon, Marseille, Saint-Étienne et ont tous fait des études supérieures. En France, on obtient un entretien après avoir envoyé 5 CV en moyenne. Il en faut 4 fois plus quand on s'appelle Nadia. Préjugés, idées préconçues, maladresse, discrimination. Nous avons décidé d'agir en créant Mosaïque RH, un cabinet de recrutement non-profit pour accompagner les entreprises, puis un campus pour accompagner les talents et pour accélérer les mises en relation, puis une plateforme de recrutement où l'on peut accéder gratuitement à des dizaines de milliers de profils qualifiés venant de toute la France. En 13 ans, notre groupe a collaboré avec plus de 2000 entreprises et permis près de 15 000 recrutements de jeunes diplômés et d'expérimentés issus de la diversité sociale, territoriale ou culturelle. Nous favorisons ainsi la rencontre avec les véritables pépites de demain, qui échappent au radar des canaux habituels. Nos actions génèrent un impact économique positif pour la collectivité en évitant des coûts estimés à plus de 10 000 € par talent sans emploi. Pour aller plus loin, pour provoquer un changement social à grande échelle, nous avons créé la Fondation Mosaïque, qui englobe l'ensemble de nos activités. La Fondation multiplie les programmes de rencontres développés au cœur des territoires, permettant de déconstruire les imaginaires discriminants et de faciliter l'action. Elle diffuse ensuite ses idées et les bonnes pratiques auprès d'autres organisations sur d'autres territoires et contribue ainsi à la mise en œuvre en France d'une politique de l'inclusion économique dynamique, efficace et performante, où chacun peut devenir un acteur du changement. Dès aujourd'hui, en rejoignant le mouvement, vous avez la possibilité d'accélérer le changement, de conduire la transformation des pratiques pour que 100% des entreprises pratiquent un recrutement inclusif et de libérer le potentiel de tous les talents qui aspirent à réussir leur vie professionnelle. Au sein de la Fondation Mosaïque, et comme vous d'ailleurs, nous pensons que Mohamed, Awa, Jonathan, Céline ou Sohan ont plus que leur place dans votre entreprise, que la question de la diversité ne devrait pas se poser et qu'elle est au contraire source de richesse et de performance. Fondation Mosaïque, rejoignez le mouvement. J'aurais proposé plus de solutions de bourse dans les grandes écoles. Ce serait une bonne chose pour les étudiants qui n'ont pas les moyens et qui soit ont un grand talent ou des projets pour entrer dans les écoles et qui ne peuvent pas obligatoirement se financer ces études-là. Peut-être plus d'entreprises dans les milieux ruraux pour faciliter l'accès, tout simplement. Je pense que c'est plutôt dans les mentalités qu'il faut que ça change et que en fait, tu vois un candidat qui vient de je sais où par rapport à un autre et que tu le prennes pour ses compétences et non pour son origine ou sa couleur de peau. Je pense qu'à partir du moment où on met l'accent sur le mécénat de compétences, on donne du pouvoir aux gens qui, de fait, rejaillira en richesse économique. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitédeschances.fr. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être là avec vous aujourd'hui pour cet atelier donc numéro 6 dont le thème est « Je mesure concrètement et légalement la diversité et l'inclusion au sein des entreprises ». Donc,
Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Géraldine Plénier. Je dirige la fondation Mosaïque. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce que je vous propose, je vais resituer un petit peu le contexte, la problématique, comme on dit. Et puis ensuite, je donnerai la parole aux 4 intervenants qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui. Donc, 2 représentants d'entreprises que je présenterai dans un deuxième temps, et puis 2 experts de la mesure de la diversité. Alors, mesurer la diversité en entreprise, en premier lieu, ce qui est important de dire, c'est que c'est légal, c'est possible. La question maintenant, c'est de savoir quelle méthode on utilise pour en faire quoi, et quelle est la suite une fois que nous avons en entreprise donc mesurer la diversité et l'inclusion. Alors, avant peut-être de donner la parole aux intervenants, je vais me lancer dans un exercice pas facile. Je vais essayer de rappeler en quelques mots quelles sont les principales lois qui existent en France et qui permettent de mesurer une certaine diversité. Première loi importante, 1987, c'est la loi sur l'emploi des personnes en situation de handicap qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. Et il me semble, François, si je ne me suis pas trompée, aujourd'hui, le taux d'emploi global national est de 3,5%. Deuxième loi importante également, la loi Copé-Zimmermann 2011, loi par laquelle il est dorénavant obligatoire, notamment dans les conseils d'administration des entreprises cotées, d'avoir 40% d'hommes ou de femmes. Et la situation actuelle, je crois en 2019, est de 46% de femmes. S'en est suivi une autre loi importante qui est la loi Avenir professionnel ou Index Pénicaud en 2019, il me semble. Index qui oblige en fait les entreprises à analyser les écarts salariaux, notamment entre les hommes et les femmes. Et surtout, ce qui est important, ça oblige les entreprises à communiquer cet index tous les ans. Et enfin, de manière plus récente, la loi Rixain 2022, loi qui oblige d'ici 2030 toutes les grandes entreprises à faire en sorte d'avoir des comités de direction et comités exécutifs plus paritaires avec un objectif de 40% d'ici 2030. Donc il existe aujourd'hui un certain nombre de lois, de cadres légaux qui permettent de mesurer et qui permettent surtout de publier ce que les entreprises mesurent. Et aujourd'hui, on est là pour discuter justement de ces mesures, mais aussi de discuter des méthodes. Alors, il y en a plusieurs méthodes de mesure. Il y a notamment le baromètre diversité, inclusion et diversité de Mosaïque RH, et François nous en parlera un peu plus. Et puis, il y a notamment aussi l'empreinte diversité et inclusion de Mixity. Alors, j'ai pris un peu de temps, donc je vous propose qu'on commence à donner la parole à nos intervenants. L'objectif de cet atelier, c'est quand même que ce soit relativement concret, que les entreprises qui interviennent puissent vous présenter ce qu'elles font, pourquoi elles font, dans quel objectif et avec quelle méthode. Et ensuite, les deux experts nous présenteront leur méthode. Et l'objectif ensuite, c'est qu'on puisse entamer un dialogue. Alors, je vais donner la parole d'abord à Jean-Christophe Brochet, qui est directeur des ressources humaines, santé, sécurité, immobilier, France B2C. Donc, Jean-Christophe, le périmètre de votre entité, je me permets de lire un petit peu, couvre les métiers de la commercialisation des énergies et vente de services de confort à domicile à destination des particuliers et des petits professionnels. L'ambition est d'être à l'horizon 2030 parmi les fournisseurs leaders du marché, le fournisseur préféré des Français, reconnu pour son engagement dans la transition énergétique. Alors la business unit dont vous êtes le DRH est une business unit de 7500 salariés qui sont principalement des salariés non cadres, et vous avez rejoint donc Engie, ce que je l'ai peut-être pas dit, en 1996, et au-delà de votre activité professionnelle, vous êtes aussi engagé dans la fondation FAS. Vous avez été, je crois, le président du club FAS Paris Hauts-de-Seine, et vous en êtes toujours membre en tant qu'administrateur. Donc Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire finalement quelles sont les
méthodes, enfin les moyens que Engie a mis en place justement pour mesurer la diversité et l'inclusion au sein d'Engie. Quelle méthode, dans quel but, et surtout, est-ce que c'est un sujet sur lequel je pense que c'est important qu'on échange, de quelle manière finalement vous avez communiqué à l'attention notamment des collaborateurs. Merci beaucoup Géraldine pour cette présentation précise, extrêmement exhaustive et complète. Oui, donc Engie s'est engagé évidemment depuis de très nombreuses années en faveur de la diversité. Nous avons mis en place une politique diversité, équité et inclusion qui clarifie nos engagements sur la diversité, à la fois pour nos collaborateurs, mais aussi pour nos parties prenantes. Je pense que c'est important, évidemment, de le faire savoir. Nous avons défini 5 dimensions prioritaires dans cette politique D&I sur LGBTQ+, l'origine, la question de l'origine, la question du handicap, la question de la génération et puis la question du genre. Voilà, donc c'est à travers ces 5 axes que nous déterminons notre politique et évidemment que nous essayons de construire différentes actions. Et quand vous m'avez posé la question, Géraldine, sur la mesure de la diversité, évidemment, je me suis dit que la question n'était pas si simple que ça, c'est pour ça que vous m'aviez posé, et je me suis rappelé quelques éléments de formation managériale que j'ai pu avoir, avec un premier précepte que j'avais vu et que j'applique en entreprise, c'est ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc pour mesurer évidemment l'impact d'une politique, quelle qu'elle soit, mais notamment en matière de diversité, évidemment, il faut mettre en place un certain nombre d'indicateurs de performance ou d'activité, on peut discuter du terme, qui permettent de rendre compte des actions qui sont menées. Ça, je pense que c'est évidemment très important, à la fois en interne, mais évidemment pour notre écosystème, puisqu'un groupe comme le nôtre, qui est un groupe international qui est coté au CAC 40, évidemment a cette obligation aussi de produire un certain nombre de publications en la matière. Et puis je me suis rappelé aussi d'un précepte de Peter Drucker sur ce qui n'est pas mesuré ne peut être amélioré. Donc là aussi, c'est-à-dire qu'on est dans une dynamique d'évolution. C'est-à-dire que la mesure, c'est bien, mais la mesure d'écart, elle est évidemment extrêmement importante pour mesurer les progrès, le faire savoir, là aussi, à chacun de se fixer l'ambition nécessaire avec les objectifs qui permettent, là aussi, de voir si on a tendu vers ces différents objectifs. Alors, chez Engie, on a évidemment quelques éléments de mesure, puisque vous m'avez demandé quelques exemples croquerets. Je pense qu'il y a, pour moi, 3 natures même d'objectifs, en tout cas de mesures. Le premier, c'est sur des indicateurs classiques conçus à travers des dashboards, des tableaux de bord, sur évidemment le taux d'emploi de travailleurs handicapés, sur évidemment le taux de féminisation, le taux d'accès à la formation des femmes. Bon, bref, une batterie d'indicateurs, je pense qu'on n'en manque pas d'ailleurs, qui sont produits extrêmement régulièrement. Nos SIRH sont de plus en plus performants et donc nous permettent évidemment d'extraire cette donnée. Mais je crois qu'il faut évidemment les croiser avec la perception des salariés, nos collaborateurs internes, sur la manière aussi dont ils vivent la diversité. Et donc vous l'avez évoqué, il y a des baromètres qui existent. On le fait extrêmement régulièrement. Nous avons une enquête annuelle qui à la fois mesure le pouls de nos collaborateurs, nos 100 000 collaborateurs dans le monde, qui mesure évidemment l'adhésion à la stratégie. Et puis on a aussi des indicateurs Edge qui nous permettent aussi de mesurer les efforts que nous réalisons en matière de diversité, donc de regarder comment ça évolue. On a introduit une notion très récemment, vous savez, dans l'analyse statistique, on regarde femmes-hommes et on a introduit une notion non binaire qui est tout à fait intéressante, que j'ai regardée avec beaucoup d'attention cette année. Alors, non pas que beaucoup de salariés se déclarent dans cette catégorie non binaire, mais ce qu'on constate quand même, c'est un très fort écart entre la perception des salariés, qu'ils soient femmes ou hommes, et la perception des salariés qui se déclarent non binaires. Voilà, donc avec un très très fort décrochage sur beaucoup de thématiques. Donc, en tout cas, ça nous interpelle. Et puis, la troisième nature de mesure, c'est une mesure externe.
Vous l'avez évoqué, il y a évidemment l'index gouvernemental d'égalité professionnelle, en tout cas sur les rémunérations, mais il y a de la belle diversité. Bref, il existe aussi beaucoup de choses. Et je crois que c'est intéressant aussi de confronter ces trois natures de mesures qui permettent là aussi d'adapter nos politiques, nos enjeux, nos ambitions au fur et à mesure. Merci beaucoup. On reparlera quand même aussi d'une question qu'on a évoquée, Jean-Christophe, pour préparer cet atelier, ce qui est la question en effet de la communication des résultats, du baromètre que vous réalisez donc en interne, et puis aussi la question de la communication en externe. Et puis, dernière question aussi que je poserai à chacun d'entre vous, je vous demandais de me dire qu'est-ce que c'est que pour vous un recrutement inclusif ? Ou alors je vous laisse le temps de la réflexion. Oui, alors souvent d'ailleurs à travers le recrutement inclusif, on voit le recrutement de travailleurs en situation de handicap, et je pense qu'évidemment, alors je veux évidemment pas ouvrir le débat aujourd'hui, mais c'est un débat qui est plus large, et en toute humilité, puisque vous m'avez posé les questions, chez Engie, nous ne mesurons pas encore le recrutement inclusif. Mais on a pris l'engagement, voilà, ce que vous m'avez dit, oui, pour qu'en 2023, on puisse évidemment mettre un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer le recrutement inclusif. Juste un indicateur sur la partie handicap. En France, en 2021, puisque l'année 2022 n'est pas clos, nous avons recruté un petit peu moins de 2,5% de travailleurs handicapés par rapport à l'ensemble de nos recrutements. Voilà, juste une photo. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant donner la parole à Thomas Grévery. Donc Thomas, vous êtes responsable diversité et inclusion au sein du groupe La Française des Jeux. C'est une fonction qui est récente pour vous puisque vous avez pris cette fonction, ce poste en août de cette année. Auparavant, vous étiez plutôt sur des mesures financières parce que vous avez, je crois, passé avant une dizaine d'années chez EY et puis vous êtes rentré au sein de La Française des Jeux sur des fonctions financières. Donc vous avez quand même radicalement changé de métier. C'est intéressant de voir ce passage. Comme à Jean-Christophe, finalement, qu'est-ce que vous mesurez au sein du groupe La Française des Jeux ? Comment et dans quel but ? Alors cette année, nous avons souhaité, au sein de La Française des Jeux, aller plus loin que ce qui est possible légalement. Donc vous le citiez en exemple, en introduction et bon exemple, la mesure pour les collaborateurs en situation de handicap, les mesures obligatoires pour l'égalité professionnelle. Cette année, nous avons souhaité mettre en place deux choses. C'est pour ça aussi qu'on parle de Mixity et de Mosaïque RH. Nous avons été accompagnés pour mettre en place un premier baromètre diversité et inclusion pour le groupe FDJ. Donc nous avons proposé un questionnaire en ligne à nos collaborateurs, questionnaire qui a recueilli 40% de répondants, ce qui est pour une première itération plutôt une belle performance. Et de ce questionnaire, nous avons pu avoir une analyse accompagnée de Mosaïque RH pour connaître le niveau de diversité de nos collaborateurs. Donc pour avoir cette photo, il faut savoir que c'est déclaratif, évidemment c'est anonyme. Ça a permis d'avoir sur toutes les thématiques de la diversité, avoir une première photo à date au printemps 2022. Ça a aussi permis de répondre à une autre question qui est quel est le sentiment individuel d'inclusion de chaque collaborateur ? Comment se sentent les collaborateurs en situation de handicap dans leur inclusion au sein du groupe FDJ. Donc, de tout ce baromètre, il en est sorti des résultats qui ont été un enseignement assez profond. Ça a permis de confirmer que les thématiques historiques de La Française des Jeux, à savoir le handicap, l'égalité femmes-hommes, est un sujet avec un bon niveau d'inclusion de l'apport des collaborateurs. Ça a permis aussi d'identifier toutes les pistes que nous devons traiter, aborder à moyen terme, comme par exemple la thématique LGBT, pour laquelle La Française des Jeux s'est engagée à signer la charte de l'autre cercle en 2023. De notre côté, nous avons été accompagnés par Mixity pour un autre type de mesure. Donc, c'est se benchmarker sur la base des répondants, donc toutes les entreprises qui répondent au questionnaire Mixity. Ça a permis de se benchmarker et de savoir comment nous, FDJ, on se positionne par rapport à d'autres entreprises. Donc, des entreprises comparables selon différents critères, en termes de taille, en termes de culture d'entreprise, de secteur, de géographie, etc. Ça a permis de savoir comment on se positionne. Pourquoi une entreprise qui peut sembler similaire est meilleure que nous sur telle thématique et pourquoi nous sommes meilleurs que d'autres sur une autre thématique. Alors, le but, c'est pas simplement de dire « je suis meilleur, je suis premier, je suis premier, deuxième, troisième », peu importe. On n'est pas sur une part de marché ou le taux de marge, mais c'est savoir
Si une entreprise semblable à la mienne est meilleure sur telle thématique, mais c'est prendre contact avec mon homologue et essayer d'apprendre comment ils sont arrivés jusque-là à cette belle performance sur ce sujet universel. Et de la même façon, là où la FDJ est plutôt sur les bonnes pratiques en termes de diversité, c'est comment moi je peux mettre à disposition toutes ces bonnes pratiques, toutes ces actions du quotidien pour que les autres entreprises s'améliorent. Je pense que grâce à ça, on peut partager les bonnes pratiques. Donc voilà ce que je voulais aborder. Merci. Et comme à Jean-Christophe, comment vous définiriez un recrutement inclusif? La réponse que je vous avais faite quand nous avons préparé cet entretien, c'est pour moi un recrutement inclusif, c'est un recrutement qui est basé uniquement et strictement sur les compétences. C'est un recrutement dans lequel il n'y a aucune discrimination. C'est pour ça qu'à la FDJ, nous formons évidemment tous les managers et collaborateurs étant amenés à recruter, et nous avons à disposition un guide recruter sans discriminer. Donc un recrutement inclusif, c'est 100% basé sur les compétences et uniquement sur les compétences. Merci beaucoup, merci. Donc François, on voit que Angie, le groupe La Française des Jeux, pardon. Thomas, si vous pouvez éteindre votre micro, merci. Vous avez ont réalisé un certain nombre de mesures. Il existe de différentes méthodes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le baromètre diversité et inclusion de Mosaïque RH? Mais avant, je te présente en 2 secondes. Donc, je crois que tu as passé aussi quelques temps, toi, chez EY. Tu as fait un peu de commerce aussi, si j'ai bien compris. Tu as souhaité te réorienter et tu as rejoint Mosaïque RH il y a 5 ans, 6 ans. Voilà, et tu es en charge du développement aujourd'hui au sein du cabinet. Donc, je te laisse expliquer ce que vous avez fait avec le groupe Française des Jeux et plus globalement le baromètre diversité et inclusion. Ouais. Peut-être avant de préciser ce qu'on fait chez Mosaïque RH en termes de mesures, quand on parle de mesures, je pense qu'il faut juste clarifier de se dire qu'est-ce qu'on veut mesurer, parce qu'on peut tout entendre, mesurer la diversité, l'inclusion, c'est déjà 2 mots différents, faut les distinguer. Donc il y a la première chose qui est de mesurer quantitativement la diversité en présence. Donc ça, vous avez déjà un certain nombre d'informations en tant qu'entreprise. Vous avez le genre de vos collaborateurs, vous avez l'âge, vous avez, quand ils la déclarent, les RQTH, vous avez leur adresse. Il y a très peu d'entreprises qui utilisent l'adresse pour déjà compter, parce qu'on peut faire des choses avec l'adresse. Il y a un site qui permet de voir s'ils habitent en QPV, en quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc c'est une première chose que vous pouvez faire vous-même. Après, quand on sort de cette donnée RH que vous avez, on rentre dans ce qu'on appelle les données sensibles. Les autres sujets, vous évoquiez vos 5 piliers, que sont l'orientation sexuelle et les origines. Ça, vous n'avez pas de données en tant qu'entreprise et vous n'avez pas le droit de les collecter nominativement. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, on a proposé ce baromètre qu'on a fait avec la FDJ, par exemple. Donc ça permet de mesurer la diversité en présence. Et après, l'inclusion, ça, c'est quelque chose de très personnel. C'est les collaborateurs qui peuvent l'exprimer. Le seul moyen, à mon sens, c'est vraiment de poser la question aux collaborateurs pour qu'ils expriment leur sentiment d'inclusion ou non. Ça, c'est les premières choses. Après, on peut aussi mesurer les dispositifs qui sont en présence dans l'organisation, la stratégie diversité-inclusion, les processus de recrutement. Donc, il y a d'autres outils, comme le testing, qui permet aussi de mesurer le niveau d'inclusivité, le niveau de discrimination d'un processus de recrutement. Donc ça, il y a des acteurs qui en font... Nous, on connaît très bien ISM Quorum, par exemple, qui fait ce genre d'exercice. Je ne sais pas si la FMD en fait, mais voilà. Il y a des acteurs qui peuvent aussi vous aider là-dessus. Il y a des acteurs qui font du diagnostic. Nous, on fait des diagnostics de process de recrutement, par exemple. Sandrine, tu parleras de votre outil qui permet de faire plein de choses aussi sur ce sujet-là. Et il y a d'autres mesures, mesurer les biais dans une organisation. Ça aussi, c'est important de mesurer les biais chez les collaborateurs, chez les managers, chez les dirigeants. Il y a une application qui s'appelle Me and You Too qui fait ça. D'ailleurs, ils sont présents aussi aujourd'hui. Donc voilà. Donc déjà de se dire qu'est-ce qu'on veut mesurer. Nous, chez Mosaïque RH, on a pris le parti de se dire, comme tout le monde le dit ici, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. À un moment donné, il faut compter. On le voit bien, la loi Copé-Zimmermann, quand on a dit il faut compter, bizarrement, 10 ans après, ça va mieux. Et nous, on s'est dit, c'est sur tous les mêmes sujets, il faut faire la même chose. Il ne faut pas s'arrêter à l'adage, en France, la statistique ethnique est interdite, par exemple. Mais en fait, c'est faux. Elle n'est pas tout à fait interdite, elle est très réglementée. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit et qu'on propose ce baromètre diversité-inclusion. Ce baromètre diversité-inclusion, il vient mesurer
l'ensemble des champs de la diversité. Donc on va sur l'orientation sexuelle, on va sur l'identité de genre, on va mesurer l'origine sociale, ethnoculturelle, académique. On peut mesurer plein de choses à partir du moment où on rentre dans le cadre de la loi, et ça c'est écrit par la CNIL et le RGPD, qui dit que, comme je vous le disais au début, ça ne peut pas être nominatif. Donc il faut sortir de ça, il faut être complètement anonyme. Donc en fait, il faut passer par un tiers, concrètement, qui fait ça pour vous et qui vient mesurer ça de manière complètement anonyme. Donc on ne trace pas qui répond, pas de traçage IP, pas de ce genre de choses, une enquête en ligne. Et voilà. Et après, nous, on restitue à nos clients, on exclut même les groupes de moins de 10 personnes. Donc on sécurise à fond pour pouvoir restituer les résultats. Et concrètement, ce que ça donne, c'est qu'on voit le nombre de personnes qui s'identifient de telle diversité, donc de par leur couleur de peau, par exemple. Donc on va regarder de manière directe ces sujets-là. Et ça peut faire peur, potentiellement, d'entendre ça. En France, c'est pas possible, mais si ça l'est. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et donc nous, on a décidé d'aller sur ce sujet-là et d'aller mesurer aussi le sentiment d'inclusion de ces groupes. Et pour voir s'il y a des écarts, parce que le vrai sujet, il est là. Il est de se dire, savoir combien il y a de personnes de couleur ou de personnes issues de tel milieu social, c'est une chose, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a un plafond de verre pour ces personnes. Donc on regarde aussi le niveau hiérarchique pour voir s'il y a des problèmes justement de plafond de verre. Et on regarde les sentiments d'inclusion de chacun de ces groupes et pour voir s'il y a des écarts. Et on peut, sans surprise, chez nos clients, il y a des écarts, mais il y a parfois des très bonnes surprises aussi. Et justement, sur la FDJ, Thomas en parlait tout à l'heure, le fruit de leur travail toutes ces années sur le sujet du handicap, c'est de voir que les personnes en situation de handicap à la FDJ avaient même un meilleur sentiment d'inclusion que le reste. Voilà. Et ça aussi, ça se mesure. Donc, il faut mesurer ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est grâce à ce baromètre-là, nous, qu'on a décidé de mettre en place pour accompagner les entreprises qui en ont de plus en plus besoin parce qu'elles nous le disent, leurs investisseurs, leurs clients, leurs collaborateurs leur demandent. Donc voilà ce qu'on a fait. Alors merci François. Alors juste peut-être par rapport justement à la possibilité d'identifier si notamment les candidats qu'on recrute sont issus des quartiers politiques de la ville. Il y a en effet un site qui s'appelle le SIG, je crois, où vous pouvez indiquer l'adresse et savoir si oui ou non ce candidat est habitant des quartiers politiques de la ville. Et peut-être je ne l'ai pas évoqué, mais l'étude en effet que vous avez réalisée l'année dernière avec Me and You Too, sur justement la diversité ethnoculturelle, notamment dans les comités exécutifs des sociétés du SBF 120. Alors le résultat est quand même, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais catastrophique. Le pourcentage de la diversité est de 3,5% de diversité ethnoculturelle dans les comités exécutifs des sociétés du SBF 120. Et en sachant que, je n'ai pas tous les chiffres, mais qu'il y a, je crois que 50% de ces comités exécutifs où il y a zéro diversité ethnoculturelle. Donc il y a encore un peu de boulot. François, tu n'as pas répondu à la question. Le recrutement inclusif, pour toi ? Je rejoins pas mal Thomas. Pour moi, il y a 4 critères pour qu'un recrutement, qu'un process de recrutement soit inclusif. C'est premièrement qu'il soit non discriminant, quand même la base. Enfin, c'est d'ordre du légal déjà. Le deuxième, c'est qu'il soit objectif. Donc justement, dans la manière d'évaluer les candidats, qu'on évalue sur les compétences et pas sur des choses très subjectives. Le troisième, c'est qu'il soit transparent. En fait, on voit beaucoup d'entreprises qui, par exemple, ne publient même pas leurs offres de recrutement, qui les gardent pour soit la cooptation, soit leur réseau. En fait, comment il peut être inclusif si déjà l'information du recrutement n'est pas disponible pour le commun des mortels? Donc ça, c'est le troisième point, qui soit transparent et accessible. Accessible, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que d'autres entreprises nous disent on ne discrimine pas. Oui, vous ne discriminez pas, mais si vous ne mettez vos offres que dans telle école, en fait, vous fermez de fait un peu la porte aux autres qui ne viennent pas de ces écoles-là. Donc, accessible dans le sens toucher un maximum de publics différents, diversifiés, pour justement inclure tout le monde. Et ça me paraît être les 4 critères importants pour dire qu'on fait du recrutement inclusif.
Merci beaucoup. Alors, donc, on a vu, il existe un certain nombre de méthodes à la disposition des entreprises pour mesurer la diversité et l'inclusion, notamment donc le baromètre du cabinet Mosaïque RH. Il y a d'autres méthodes, donc notamment l'empreinte diversité et inclusion de Mixity. Donc, Sandrine Charpentier, donc vous êtes CEO de Mixity, vous êtes multi-entrepreneur dans la tech, si j'ai bien compris, et donc vous avez créé ou co-créé, je ne voudrais pas créer de troubles, Mixity en 2019, donc c'est quand même très récent, et vous avez lancé la plateforme en 2020. Donc comment, expliquez-nous, voilà, qu'est-ce que c'est que cette empreinte diversité et inclusion que propose Mixity? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation à parler de ces questions de mesure qui sont essentielles si on veut effectivement comprendre, regarder sérieusement où on en est et puis avancer concrètement aussi sur ces questions. Donc Mixity, c'est une plateforme digitale RH qui permet aux entreprises de mesurer et de piloter leurs engagements diversité et inclusion. Alors les engagements, c'est quoi ? C'est à la fois tous les process RH qui existent, les process RSE qui existent sur ces questions de diversité et inclusion. C'est les données de la diversité, comment on compte la diversité dans l'organisation, donc sur 5 grandes dimensions, l'égalité femmes-hommes, le handicap, les âges, les origines sociales ou culturelles et l'orientation sexuelle, identité de genre. Et puis, c'est aussi, effectivement, comme disait François, mesurer la perception de la diversité et surtout de l'inclusion. La perception, c'est important, c'est une data en soi. On peut se dire que ce n'est pas forcément très factuel, mais le ressenti, c'est 90% d'une politique diversité et inclusion réussie dans une organisation. L'approche effectivement des process, des engagements, c'est important. C'est l'approche systémique est clé pour une entreprise pour s'engager sur ces questions. Mais si, au final, dans le quotidien, les individus ne se sentent pas engagés dans un projet et appartenir à une organisation et en étant pleinement soi-même, ça ne fonctionne pas. Donc nous, notre approche, elle est vraiment holistique, globale, pour vraiment apporter une méthode, parce que nous, on est parti du constat que sur les politiques RSE, sur le volet environnemental, il y avait plein de choses qui existaient, plein de méthodologies. Il y a le bilan carbone qui fait référence et qui permet aux entreprises d'être accompagnées pour comprendre leur impact et comment elles peuvent s'améliorer pour s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui, donc sur le volet environnemental. Et sur le volet social, en fait, on s'est dit qu'il n'y avait pas forcément de méthode globale d'accompagnement des organisations pour les aider à y voir clair, à comprendre leurs enjeux. Alors, on n'est pas là pour faire du name and shame, on n'est pas là pour dire voilà, vous n'êtes pas bon sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, vous n'avancez pas, voilà, ça ne va pas. C'est plutôt de se mettre autour de la table avec la direction générale de l'entreprise, avec les équipes RH, avec les équipes RSE, les équipes formation, recrutement, et de regarder concrètement, de façon honnête, où on se situe et à partir de là, avec cette notion aussi de benchmark, de voir aussi comment on peut avancer en ayant des bonnes pratiques, en ayant des recommandations pour s'améliorer et en se fixant des caps. Parce que c'est vrai que finalement, on disait la mesure, les indicateurs, c'est bien, mais un indicateur en soi, si on a effectivement 10% aujourd'hui, par exemple, de personnes recrutées qui sont issues des quartiers politiques prioritaires de la ville ou des zones de revitalisation rurale, ça donne une information, mais derrière, voilà, comment on se situe? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'attendent aussi nos équipes? Est-ce que c'est ce qu'attendent nos collaborateurs? Et donc ça, c'est important. Et puis après, notre objectif, c'est aussi d'avoir une approche universelle, puisqu'on accompagne des organisations qui sont présentes dans plusieurs pays. Et mesurer la diversité et l'inclusion dans des régions du monde qui ont déjà une compréhension et on va dire une définition de la diversité et l'inclusion qui est très différente de celle qu'on peut avoir nous. C'est un vrai challenge. Et d'ailleurs, je suis très fière parce qu'on a récemment obtenu le statut de jeune entreprise innovante
pour notre démarche de recherche fondamentale pour comprendre comment mesurer cette approche de diversité et d'inclusion à l'échelle globale et universelle. Et voilà. Et donc, on développe petit à petit une approche qui est à la fois globale et locale et qui permet aussi de comparer des entités entre elles et de voir comment on crée une vraie culture d'entreprise globale sur ces questions-là, avec des objectifs concrets et une vision et un cap très clair qui est partagé par tout le monde, puisque l'empreinte peut être communiquée publiquement. Et donc, cette approche d'empreinte très visuelle qui permet d'avoir un peu un score de diversité et d'inclusion globale, ça permet aussi de montrer des indicateurs concrets sur tous les items de la diversité et de l'inclusion et de communiquer auprès des candidats. D'ailleurs, on a les entreprises qu'on accompagne qui vont de plus en plus publier sur leur page carrière, sur leur job board, Welcome to the Jungle, etc., leurs résultats et leurs analyses. Et cette approche de transparence, elle est importante aussi parce que finalement, de plus en plus, on veut des engagements factuels, on veut des cas concrets, on veut comprendre ce qui se dit derrière, quels sont les chiffres et les données concrètes derrière les engagements parfois un peu génériques. Et on a envie de se dire finalement, moi, si j'ai envie de faire mon coming out dans mon entreprise, est-ce que je vais être accompagnée ? Est-ce que je vais pouvoir évoluer ? Il y a encore aujourd'hui 2 personnes sur 3 qui estiment que si on fait son coming out dans l'entreprise, c'est un risque pour son évolution de carrière. Voilà, tout ça c'est de l'inclusion et on a besoin, en tant qu'employé, individu, de se sentir rassuré et d'être dans un contrat de confiance sur ces questions-là avec l'entreprise. Merci Sandrine. Donc pour toi, le recrutement inclusif, tu le définirais de quelle manière ? Je partage tout ce qui a été dit, mais d'accord, mais bon, facile. Pour compléter, je dirais qu'effectivement, c'est aussi aller sortir de ces codes et de ces schémas habituels. Par exemple, on parlait des écoles. C'est vrai que nous, on a aussi beaucoup d'échanges avec des entreprises. On en parlait avec Nestlé, justement, il y a quelques jours, sur le fait de dire, regardons ailleurs que dans le top 10 des grandes écoles pour recruter nos cadres et nos managers. Allons regarder dans les universités, parce que dans les grandes écoles, il y a 12% de boursiers, dans les universités, 34% en général. Regardons les BTS aussi, où parfois, on se dit finalement, c'est peut-être pas forcément des filières valorisées, et pourtant, il y a beaucoup de talent aussi dans ces filières. Et puis, effectivement, ça demande un peu plus d'énergie et d'engagement, de changer ses habitudes, de changer ses pratiques, de sortir de ces réseaux habituels. Et c'est ça, finalement, aller chercher, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les codes, il y a des gens qui n'ont pas le réseau, et ces personnes-là, il faut aller les rencontrer, parce qu'elles ne vont pas réussir à venir jusqu'à nous, en fait. Donc, Pardon, merci beaucoup Sandrine. Alors, j'aurais bien aimé qu'on parle aussi de la question justement de la communication, des mesures qui sont réalisées, communication en interne, communication en externe, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je pense que c'est bien aussi de vous donner la parole aux personnes, je ne sais pas si à distance c'est possible, mais en tout cas au moins dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des remarques ? Je vous voyais acquiescer sur notamment la question des diplômes. C'est vrai que c'est un enjeu important. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais. Juste une remarque. Merci Pascal Tisserand, vice-président de l'égalité et diversité de l'Université de Lorraine, donc une des grosses universités en France. Et donc j'ai particulièrement apprécié effectivement ce lien avec l'université, parce que s'il y a bien un lieu où on cherche à travailler l'inclusion, mais sans même, je dirais, poursuivre cet objectif-là, c'est l'université, puisque précisément on ne sélectionne pas après le baccalauréat, et on accueille donc forcément tous les étudiants, et on fait de notre mieux. Tout le corps enseignant fait de son mieux pour porter le plus loin possible ces étudiants-là jusqu'au master, jusqu'au doctorat. Et d'ailleurs, sur les étudiants boursiers, Mosaïque est lauréat dans ce qu'on appelle un contrat impact. Dans le cadre de ce contrat impact, on a pris l'engagement d'accompagner des étudiants universitaires, boursiers et habitants des quartiers politiques de la ville, parce qu'en fait, à partir de
pas mal de données, beaucoup d'études et d'analyses, on a constaté que, comme on dit, toutes choses égales par ailleurs, à diplôme égal, des étudiants universitaires, boursiers ou habitants des quartiers politiques de la ville ont, je crois, 3,5 fois plus de difficultés à trouver un job et à être dans un emploi durable, à diplôme égal. Donc c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à faire, notamment, pas que, mais aussi auprès des étudiants universitaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Merci beaucoup. Alors, sur la question de la mesure, je me demande s'il ne serait pas plus simple d'avoir un outil homogène qui permettrait justement aux entreprises de mesurer efficacement la diversité et l'inclusion, parce qu'il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'entreprises, beaucoup de méthodes différentes. C'est comme pour les critères ESG, on en parle beaucoup, on ne sait pas trop comment c'est mesuré. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a un outil international? Alors, international, je crois pas, mais c'est en effet une belle idée. D'ailleurs, il y a eu une tentative en France avec l'index inclusion et diversité qui avait été lancé par Elisabeth Moreno en 2021. Donc c'était une expérimentation. Il n'y a pas eu de suite, mais on sent bien qu'il y a cette volonté. Après, au niveau international, c'est compliqué. Moi, j'ai passé, avant de rejoindre Mosaïque, il y a un certain temps, 20 ans, dans une boîte du CAC 40, où on travaillait collectivement entre 35 pays. Par exemple, la question du handicap entre la France et mes collègues en Inde, rien à voir. Enfin, je veux dire, on n'avait pas du tout la même manière, finalement, d'identifier, de qualifier, de mesurer. Donc, c'est difficile d'avoir des critères internationaux, mais en tout cas, il me semble qu'en France, c'est possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, François, Sandrine. Il nous reste 1 minute. Je pense qu'il faut déjà considérer qu'il y a des cadres légaux différents dans chaque pays. Donc déjà, c'est un peu compliqué d'homogénéiser ça. Après, effectivement, il y a eu l'index d'Elisabeth Moreno qui a été lancé. Il est tombé malheureusement un peu entre deux gouvernements. Il n'y a pas eu beaucoup de buzz. Alors, il est disponible. Vous pouvez le récupérer sur le site du gouvernement où il propose un questionnaire. Mais encore une fois, il ne vient de mesurer que les origines territoriale, sociale, je ne sais plus quel est le troisième, mais en fait, ça couvre qu'un pan de la diversité. Donc après, il y a le sujet homme-femme, après il y a le sujet de l'âge. Voilà, vous voyez, c'est les diversités au sens très large. Donc déjà, un outil qui permet de faire tout ça. Voilà, nous, on essaie de couvrir un maximum, mais ça reste une méthodologie propre. Après, il y a plein d'approches, comme je vous le disiez. Donc ça me paraît un peu compliqué de trouver une approche unique. Et puis ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. Nous, on peut le faire de manière anonyme parce qu'on touche des entreprises qui font au moins 100 collaborateurs pour garantir l'anonymat. Donc, alors que quand il y a 10, 15 collaborateurs, on ne peut pas garantir cet anonymat. Donc voilà, on est aussi bloqué par le cadre légal qui ne permet pas de tout faire. Alors, je crois qu'on doit conclure, il me semble. Je confirme. Donc, je suis désolée. Je pense qu'on aurait pu continuer encore un certain temps à échanger sur cette question-là. J'espère que on reviendra l'année prochaine. Donc, je remercie Thomas, Jean-Christophe, Sandrine et François pour cette participation à l'atelier. Merci pour vous aussi également pour votre présence. Merci beaucoup. À très bientôt.